Motus, le podcast qui débloque ton plein potentiel en osant réfléchir et parler autrement. Bien-être, spiritualité, développement personnel, business, fitness. Si tu veux comprendre et apprendre, c'est sur Motus. Chut, Motus toi-même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motus. Je suis Rebecca, Reb Amour, votre hôte passionnée par le développement personnel, le bien-être et l'entrepreneuriat. Avec une expérience riche en voyages, en projets audacieux et en apprentissage constant, je suis ici pour partager chaque semaine des réflexions, des conseils et des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous aideront à explorer de nouvelles perspectives et à libérer votre plein potentiel. Rejoignez-moi pour des conversations authentiques et stimulantes où ensemble nous osons réfléchir et vivre autrement. 6 mois que je n'ai pas enregistré d'épisode et ça m'avait vraiment manqué. Alors pendant cette période où j'ai été absente sur cette plateforme, j'ai traversé plusieurs changements personnels et professionnels qui m'ont sorti de ma zone de confort, c'est le moindre qu'on puisse dire. En même temps, j'ai mené aussi l'un des projets les plus risqués que j'ai lancé jusqu'ici et ça m'a demandé beaucoup d'énergie et de disponibilité. Alors forcément, le podcast est passé en second plan. Mais aujourd'hui, je suis de retour, pleine d'enthousiasme et vraiment heureuse de me retrouver face à mon micro pour vous parler à cœur ouvert et pouvoir commencer, peut-être, à m'ouvrir sur les expériences de ces 6 derniers mois. Alors, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me poser des questions et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours. Vous savez bien que j'adore vous lire. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le sujet du jour et abordons l'échec et la critique. Comment y faire face lorsqu'on souhaite partager toute notre authenticité, mais surtout, comment les mettre à notre service et ne plus être à leur service. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager les clés sur lesquelles je m'appuie au quotidien et en bonus, non pas 1, mais 2 exercices pratiques à mettre en place dès aujourd'hui. J'aime bien cette citation de Robert Kennedy qui dit « Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment ». C'est très beau. Je pense qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes ici, si tu es ici aujourd'hui et que tu écoutes ce podcast, il y a forcément un message pour toi. Et si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est aussi pour porter un message fort qui vient directement de mon vécu et de mon cœur. Vous l'aurez compris, vécu pas très lointain. Personnellement, j'aime bien vivre en me disant que quoi qu'il arrive, je gagne toujours. Ça peut paraître prétentieux dit comme ça, mais en vrai, pour moi, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Et l'apprentissage est d'une valeur tellement sous-estimée de nos jours. Mais pour moi, l'apprentissage vaut double. On a beau l'affirmer et j'ai beau aimer vivre avec cette devise, ces derniers mois, ça n'a pas été du tout évident. Et je me suis beaucoup remise en question. Pour ma part, depuis très jeune, j'ai eu une relation très particulière avec la critique, qui pour moi peut aller de pair avec l'échec. Parce que souvent, on peut se trouver en situation d'échec par autosabotage et parce qu'on écoute trop les critiques que l'on se fait et que l'on fait aux autres. Mais j'y viendrai tout à l'heure. En tout cas, pendant longtemps, je me trouvais dans un état d'autocritique constant, cherchant sans cesse l'approbation des autres et toujours une validation extérieure. Et d'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode 1 du podcast Femme versus Femme, je pense que vous savez déjà de quoi je parle, sinon vous en saurez davantage. Et le problème avec cette autocritique, c'est que ça devient paralysant. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut devenir un auto-sabotage qui nous empêche d'atteindre des micro-succès. Tout simplement parce que derrière la critique et l'autocritique peuvent se cacher un besoin de perfection qui n'existe pas ou des comparaisons constantes qui n'ont pas lieu d'être. Et tout un tas d'autres bâtons dans les roues en fait, parce que c'est rien d'autre que des bâtons dans les roues qui nous servent absolument à rien. Et en effet, on les voit souvent comme des obstacles, des éléments perturbateurs qui nous empêchent d'avancer. Mais en réalité, et je parle de l'échec ici, en réalité, les échecs peuvent être des opportunités précieuses pour nous de faire le point, de faire un bilan, d'être honnête avec nous-mêmes et de réajuster nos actions et nos croyances si on estime que c'est nécessaire. Et en général, quand il y a un échec, ou du moins quand on vit une situation comme un échec, il y a forcément besoin de réajuster quelque chose.
Alors justement, la critique comme opportunité, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez probablement déjà entendu dire que toute crise est une opportunité. Donc pour moi, l'échec étant une crise, l'échec est une opportunité. Et ici, c'est l'occasion de faire face à un danger, de surmonter ce qui ne va pas, de s'améliorer et d'aller au-delà de nos limites. Et pour ma part, j'ai eu une prise de conscience importante lorsque j'habitais en Chine, quand j'ai découvert cette culture et j'étais intriguée, passionnée, pleine d'enthousiasme pour plein de raisons. Mais l'une d'entre elles a été, qui vient au cas aujourd'hui, a été d'apprendre que le mot utilisé pour décrire crise, le mot crise, donc le caractère, eh bien, il est composé de 2 caractères qui signifient danger et opportunité. Vraiment, quelle meilleure illustration et quelle meilleure façon de résumer ce que je cherche à vous transmettre ici. Je trouve que c'est un peu comme un SWOT linguistique. Vous savez, force, opportunité, menace, faiblesse. Et ben, j'ai l'impression que dès qu'on prononce le mot crise, enfin dès qu'un Chinois tout du moins prononce le mot crise, il sait qu'il a une dualité qui s'offre à lui. C'est celle du danger, mais de l'opportunité aussi. Donc, nous, quand on entend le mot crise, je pense que ça nous crispe. Nous, et je parle francophone, je pense qu'on est tout de suite crispé, on a la chair de poule, on retient la respiration et on se dit aïe aïe aïe, crise quoi? On sait qu'il y a un danger derrière ça, mais on n'a pas appris à le voir comme une opportunité et j'aimerais vraiment que l'on puisse changer ça. Et c'est la grande différence que peut avoir un sinophone par rapport à un francophone, et on se rend compte de la façon d'appréhender la vie. Elle peut être tellement différente en fonction du langage que l'on emploie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une merveilleuse amie, parce que j'ai la chance d'avoir des merveilleuses amies, qui m'a rappelé l'un des accords Toltec. Et c'était il y a quelques jours. Et c'est l'accord Toltec de ne rien prendre personnellement. Et oui, c'est pas facile de mettre en pratique. Pour ma part, pendant des années, je prenais les choses très personnellement. Je pensais forcément que si on me disait quelque chose, c'était que j'avais forcément fait quelque chose de mal. Et je travaille encore dessus. En tout cas, j'avais perdu le fil. Donc, en effet, même si ce n'est pas facile de mettre en pratique, c'est vraiment libérateur de se rappeler qu'en effet, l'une des clés pour être en paix, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Et il y a plusieurs réponses à ça que vous pourrez retrouver en lisant cet accord. Mais déjà, notre perception de la réalité est rarement proche de la vraie réalité, ou du moins d'une réalité objective. Chaque critique, chaque échec peut donc être une chance de grandir et d'apprendre, à condition que l'on veuille bien chercher la leçon qui se déguise dans cette critique, dans cet échec. Il y aura certainement des leçons qui seront forcément différentes pour chacun ou alors à chaque période de notre vie. On peut vivre de situations similaires et en fonction de la période de notre vie dans laquelle ces situations arrivent, elles peuvent nous apprendre des choses différentes. Une critique peut parfois cacher une opportunité de regarder quelque chose que l'on se cache à soi-même, ou bien l'opportunité, ça peut vraiment représenter l'opportunité de s'aimer et s'assumer malgré le regard des autres. Et trouver la nuance entre les deux, ça demande beaucoup d'observation de soi. En ce qui concerne l'échec plus précisément, alors j'ai cette impression qu'en France, et c'est peut-être lié à notre linguistique, comme je disais tout à l'heure, en comparant la langue chinoise, tout du moins le mandarin, je pense qu'en France, il y a un rapport assez malsain avec la notion d'échec, et la notion de succès, et la notion de critique. Petite parenthèse, je vous raconte ma vie, mais je suis d'origine mélangée. Je suis née en France, mais originaire d'Uruguay et du Brésil de par mes parents. Et j'ai grandi en Amérique du Sud. J'ai vécu une grande partie de ma vie à l'étranger ou en voyageant. Et je ne le dirai jamais assez, voyager ouvre l'esprit, vraiment. Que ce soit de par appréhender une nouvelle culture ou appréhender une nouvelle langue, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir casser toutes les perspectives qu'on avait sur notre vie et sur la vie en général. Quand je dis qu'il y a un rapport, et je vous dis ça parce que c'est pour ça que je fais une comparaison, que je me permets de dire qu'en France c'est un peu malsain.
Et quand je dis justement qu'il y a un rapport malsain avec l'échec en France, c'est que d'après mon expérience, et je constate autour de moi que je ne suis pas la seule, et surtout avec mes amis, soit qui ont des origines étrangères, soit qui ont beaucoup voyagé, eh bien l'échec n'est pas valorisé comme une opportunité d'apprentissage, mais au contraire, c'est un peu comme un stigmate qu'on va porter sur le front, et qui nous condamne à ne plus jamais essayer, à ne plus jamais oser sortir du quotidien. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'on est en train de limiter notre potentiel. C'est une attitude qui est entretenue sur le plan social et culturel, mais aussi personnel. Sans en avoir conscience, au final, on finit par entretenir un schéma et on se renferme sur des blocages qui sont en fait tellement surmontables. Il y a par exemple d'autres cultures qui sont bien connues pour leur performance sur le plan commercial. Certaines de ces cultures mettent en avant le fait qu'on peut rater une entreprise, on peut couler jusqu'à 7 entreprises. Je dis bien couler. Alors, ressentez ce que le mot crise fait en vous. Qu'est-ce que le mot crise fait dans votre corps, dans vos cellules? Ressentez le mot. Ok, nettoyez-le, pensez à de l'amour, pensez à des belles choses. Maintenant, ressentez le mot, la phrase couler une entreprise. Couler une entreprise. Je vais vous faire un mode ASMR. Couler une entreprise. Voilà. Et je veux savoir qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Ok, ça vous crispe, ça vous met mal. Maintenant, pensez à des belles choses, de l'amour. Prenez une grande inspiration et remplissez-vous de belles choses. Si ça vous crispe, rien que de le dire, de le penser, c'est que votre subconscient ne pourra jamais imaginer que derrière ça, il puisse y avoir une leçon ou quelque chose même de bien pour vous. Dites-vous qu'il y a des cultures qui disent qu'on peut couler jusqu'à 7 entreprises avant de trouver la bonne, avant d'avoir du succès. Si ce n'est qu'on devrait peut-être redéfinir le mot succès, mais en tout cas, avant d'avoir une entreprise qui marche bien. Ok. Pour les Américains, par exemple, un entrepreneur doit avoir fait faillite au moins une fois pour être pris au sérieux. Donc toi, t'es encore là, en train de te tracasser, à essayer de faire le projet parfait sans jamais oser te lancer. Alors, le projet parfait n'existera pas. Parce que même ceux qui ont réussi n'ont pas eu un projet parfait. Ils ont eu un projet qui a marché. Mais j'y viendrai tout à l'heure. C'est jamais sans des échecs passés. Il y a toujours un échec qui se cache quelque part et c'est pas grave. Qu'est-ce qui pourrait arriver de si grave si tu te lances? Est-ce que c'est vraiment la peur de rater? Et si tu rates, tu vas repérer ce qui n'a pas marché. Tu vas ajuster. Tu vas reprendre des forces et le moment viendra de te relancer. Imagine si, en étant bébé, tu avais arrêté de marcher après ta première chute. Tu serais passé à côté de tellement de choses. Je t'invite à repenser vraiment, en plus de repenser ta notion de crise, d'échec, de critique. Je t'invite à repenser la notion d'évolution, parce que c'est une autre des choses qu'on aime bien nous rabâcher dans notre société. On imagine l'évolution comme une courbe diagonale ascendante et constante, d'accord? Mais en fait, cette courbe d'évolution, elle peut tout à fait ressembler à une montagne russe, faire un plateau, se casser la figure, pour rebondir d'un coup plus tard. Le fait de faire marche arrière, parfois, peut aussi te permettre de prendre du recul et de l'élan. Donc oui, monte, stagne, redescend, casse-toi la gueule comme le Bitcoin et tout le monde continue à l'acheter. Alors, vas-y. Deuxième petite comparaison avec la France, j'ai failli dire comparation avec la France. J'ai remarqué une autre chose, et c'est par rapport au succès. C'est qu'en fait, il faut faire profil bas lorsqu'on réussit. Parce que si on réussit trop, on parle de nous. Pas toujours en bien. Alors, faut pas trop réussir. Faut pas non plus se casser la gueule. Il faut rester un petit peu... Voilà, dans la moyenne, quoi. Faut pas trop sortir de la moyenne. En France, on n'aime pas trop ça. Et ça m'a fait marrer l'année dernière quand j'ai eu une année bien mouvementée. Je vous raconte ma vie, à nouveau. Et j'ai passé la majeure partie de mon temps à voyager entre la France et les Caraïbes. Les États-Unis aussi. Et en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui étaient un petit peu intriguées par ce mode de vie un peu jet set. Et qui m'ont demandé comment je pouvais me permettre ces voyages et comment je pouvais me permettre d'être dans des endroits beaux, voilà. Et
Et c'est pour ça que je finis par plus trop poster par moment. Je ressentais pas trop de bienveillance dans l'approche. Je pense qu'on a même essayé de deviner quel genre d'activité j'étais en train de faire. Et je me suis tout simplement contentée de répondre avec beaucoup d'amour et très peu d'informations concrètes, et je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient penser. Parce qu'au final, je me suis dit, en fait, quoi qu'il en soit, ils sont déjà en train de me juger. Ils sont probablement déjà en train de me critiquer. Donc, c'est pas parce que je vais me justifier qu'ils vont arrêter de le faire. Donc j'ai décidé de ne pas perdre de l'énergie et continuer. Après tout, ça ne les regarde pas. Mais j'avoue que je me suis tout de même demandé ce qui pouvait provoquer ces questionnements et jugements qui étaient quand même assez inappropriés à mon sens. Si tu as peur d'être critiqué, t'es certainement pas la seule. Et aujourd'hui, j'ai l'air maligne en te faisant ce podcast et en te disant tout plein de choses que j'ai appris. J'arrive pas toujours à les mettre en pratique. Je suis toujours dans l'entraînement constant et l'exercice constant. Mais malheureusement, la peur d'être critiqué, c'est souvent l'une des raisons pour lesquelles on préfère rester dans l'inaction. Et c'est tellement plus confortable, c'est sûr. Et une chose que j'adore dire pendant mes cours de yoga, et j'adore le rabâcher à mes participantes, c'est qu'en fait, le yoga, c'est trouver le confort dans l'inconfort. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tellement transformateur dans trouver le confort dans l'inconfort, trouver le goût de l'effort. Et c'est de se mettre en lumière là où on a peur d'être vu. En vérité, peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, tu seras toujours critiqué de toute façon. Celui ou celle qui critique parle souvent plus d'elle-même que de toi. Si tu écoutes ce podcast, et je pense que j'attire des auditeurs qui me ressemblent, je pense que tu n'es pas du genre à critiquer les autres. Et ça parle merveilleusement bien de toi. Peu importe ce que les autres disent de toi, le fait que tu ne critiques pas les autres, ça parle bien de qui tu es vraiment. En revanche, si je me trompe et que tu as tendance à critiquer, c'est ok, t'es humain, t'es humaine. Mais tout peut encore s'améliorer pour toi. Et l'invitation serait, observe ce qui déclenche cette envie en toi. Ajoute une bonne dose d'amour et de bienveillance, et tu verras qu'il y a un message que tu refusais de voir. Tu ne pourras jamais être à la hauteur et faire l'unanimité, plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, qui plaît à tout le monde ne plaît en fait à personne. Alors accepte le fait que tu seras toujours critiqué et choisis d'incarner ta propre authenticité. Quitte à être critiqué, autant être toi-même, non ? Si t'es comme moi, une petite critique à ton égard peut te faire remettre en question un travail de plusieurs mois, voire te donner envie de tout arrêter. Et ça, je l'ai découvert il y a pas très très longtemps, en faisant un test de personnalité qui m'a d'ailleurs apporté tellement de clés. Je vous en parlerai, dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle. En tout cas, quand on prend les critiques à cœur au point de tout remettre en question, c'est très problématique, évidemment. Alors, apprendre à prendre de la distance avec ces critiques, à les écouter, à les laisser éveiller des émotions, à leur permettre d'éveiller ces émotions, mais sans s'engager avec, et sans les laisser raconter une histoire, un blabla qui n'est pas vrai, qui n'est pas la réalité. Donc laissons-les éveiller ce qu'elles ont éveillé, observons et laissez partir, lâchez. On en vient à un moment que j'adore, parce que oui Rebecca, c'est facile de lâcher, comment on fait ? Bon, il y a plusieurs pratiques. L'une d'entre elles que j'aime beaucoup, ça va être la respiration. Et dans une situation où tu sens vraiment que tu perds pied, tu perds l'équilibre émotionnel et que tu rentres dans une zone rouge, par exemple, quelqu'un te fait une critique, tu te mets en colère, tu peux essayer la respiration 4-7-8. Donc tout simplement inspirer en 4 temps, retenir ton souffle sur 7 temps et expirer en 8 temps avec un soupir de soulagement comme ceci. Tu fais ça 3 fois et tu verras, tu seras passé à une autre chose. Ça donne. Voilà pour la petite séance respiration ASMR ou pas. C'était un des exercices que je voulais vous présenter. Le deuxième, c'est un outil pour chercher à changer le dialogue interne et tester vos hypothèses. Donc apprendre à dompter nos pensées, c'est essentiel lorsque les critiques tentent de faire croire qu'elles sont une ombre sur tes compétences ou ta valeur.
Alors oui, c'est pas évident d'apprendre à dompter les pensées. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. La méditation peut être l'une d'entre elles, ou tout simplement pratiquer, bon, c'est d'ailleurs de la méditation, mais pratiquer la pleine conscience. Faire quelque chose en pleine conscience. Laver vos plats, faire la vaisselle en pleine conscience. Et oui, vous vous attendiez pas à ça. Parce que beaucoup d'entre vous s'imaginent tout simplement d'être assis et me disent j'arrive pas à être assise pendant X temps et c'est pas grave, juste manger en pleine conscience. Et c'est pas grave, juste manger en pleine conscience. Faire le ménage en pleine conscience, c'est-à-dire que vous faites le ménage, vous faites le ménage. Et là, vous n'avez pas d'excuse, parce qu'en fait, je ne vous demande pas d'arrêter de faire quelque chose que vous devez faire. Donc voilà, la mise en place de pleine conscience, de méditation, va progressivement nous rendre plus forts à dompter nos pensées. Parce que le fait de rester toujours sur l'instant présent et sur ce qu'on est en train de faire à l'instant T, eh bien ça évite de laisser les pensées parasites prendre de la place. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était facile. La pratique de l'observation intérieure, c'est nécessaire si on veut parvenir à modifier des habitudes qui ne nous conviennent plus. Et c'est encore une fois tenter de trouver le confort dans l'inconfort que de changer des habitudes qui ne nous conviennent plus, parce que ça peut nous convenir sur le court terme, mais sur le long terme, on sait très bien que c'est pas ce qui nous convient le plus. Observer notre dialogue interne, voir à quel point notre entourage l'influence et être capable de rendre ce dialogue plus harmonieux et bienveillant, et ben je pense que c'est un besoin pour tout le monde. Je pourrais vous donner d'autres exercices pour changer votre dialogue interne si cela vous intéresse, et encore une fois, dites-le moi si c'est le cas. En attendant, l'exercice que je veux vous partager, c'est un exercice assez efficace pour faire face à la critique et tester une hypothèse, donc une auto-hypothèse j'aimerais dire, c'est-à-dire une hypothèse que vous avez. Ça se passe en journaling, donc à travers l'écriture, vous allez tout simplement écrire quelques hypothèses que vous avez, donc que ce soit sur votre vie, votre travail, vos amis, votre famille. Et il faut que ce soit des choses qui vous parlent et que vous sentez que c'est un peu comme une épine au pied. Et chaque jour, vous allez choisir une hypothèse comme l'hypothèse du jour. Et ce jour-là, vous allez uniquement vous concentrer sur cette hypothèse. Vous allez, par la suite, trouver un moyen de tester l'hypothèse. Et dans de nombreux cas, le meilleur moyen est simplement de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Par exemple, si votre hypothèse est que vous avez rendu un rapport qui n'avait aucune valeur, simplement parce que quelqu'un a critiqué, je sais pas, un graphique que vous avez mis dans ce rapport, et bien vous allez tout simplement demander au manager de clarifier ce que signifiait cette critique. Vous allez avoir une réponse et vous allez pouvoir vérifier. Est-ce que votre hypothèse était juste ? Est-ce qu'elle était correcte ? Est-ce que votre rapport était nul de par cette critique, de par ce graphique ? D'accord. Donc, si vous avez validé votre hypothèse, vous comprenez le monde un peu mieux que vous ne le pensiez. Si votre hypothèse était fausse, alors vous savez que vous aviez tort et vous pouvez maintenant changer cette hypothèse. Ne plus vous attacher à cette idée que vous aviez, qui était négative et qui vous ne permettait pas d'avancer. J'espère que cet exercice vous sera utile. C'est vrai que ça demande de prendre le temps d'écrire, mais c'est très très enrichissant. Et si je peux me permettre de conclure sur quelques petits points, je dirais que si aujourd'hui tu te sens paralysé par la peur de l'échec, de la critique, souviens-toi de ceci. J'adore Paulo Coelho. Et il dit « La peur de l'échec est la seule chose qui peut vraiment rendre un rêve inatteignable. Je pense que les rêves sont faits pour se réaliser. » Dites-vous bien que de nombreuses personnalités qui ont réussi ont d'abord connu des échecs dévastateurs. Et le succès, c'est en fait oser, apprendre de ses erreurs et persévérer. Et par rapport aux accords Toltec qu'on a mentionnés tout à l'heure, il y a l'accord Toltec qui nous demande de toujours faire de notre mieux. Car si on échoue, au moins on sait qu'on aura fait ce que l'on peut avec les ressources du moment. Et, parce que je vous vois venir avec cette petite voix qui a réponse à tout dans votre tête, si jamais tu as l'impression de ne pas avoir fait de ton mieux, eh ben ça sert à rien de culpabiliser. En revanche, une fois de plus, l'observation de soi. Intéresse-toi aux raisons pour lesquelles tu n'as pas voulu donner le meilleur de toi. Tu n'as pas voulu aller jusqu'au bout. Peut-être que la cause n'était pas assez importante à tes yeux. Peut-être que quelque chose en toi te disait que ce n'était pas bon pour toi. Et dans ce cas-là, tu as préféré écouter ton intuition, écouter ton cœur. Et c'est ok. Ne culpabilise pas. Et souviens-toi, je l'ai beaucoup dit, et je vais le redire, derrière chaque échec, il existe
le trésor de l'apprentissage. Alors, en bon alchimiste que tu es, transforme cet échec en ta plus belle réussite, celle de l'autoconnaissance et l'acceptation de soi. C'est à mon sens plus que du dev perso, c'est du développement social et c'est le genre de questionnement qui nous permettront un jour de modeler les dynamiques personnelles et interpersonnelles et qu'on puisse avoir une société basée sur des valeurs beaucoup plus saines. J'espère que cet épisode t'a inspiré, que tu as apprécié ce format. Si tu as aimé, n'hésite pas à me suivre, à suivre le podcast, à me suivre sur les réseaux et à me dire ce que tu en penses. Propose-moi des sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Et si tu souhaites participer à mes prochains ateliers, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je vous dis à très vite les motusiens, les motusiennes, et n'oubliez pas, restez authentique, soyez courageux et osez rêver grand. Je vous envoie plein d'amour, des bisous, à très vite.